Bienvenue. Nous accueillons aujourd'hui Pierre Bonnet, cofondateur de l'Atelier Bonnet. Ensemble, avec Mireille Adam-Bonnet, son associée, ils se partagent ce semestre l'enseignement du projet en 3e année. L'Atelier Bonnet a été fondé en 2000 par Pierre Bonnet et Mireille Adam-Bonnet, tous deux architectes diplômés de l'EPFL, faisant suite à des collaborations régulières engagées dès 1995. Très rapidement après ses études, Pierre Bonnet remportera plusieurs concours issus de la problématique des enjeux urbains, dont la couverture des voies CFF à Saint-Jean à Genève. Ce projet de grande envergure durera 10 ans, de sa planification à sa réalisation. Par le biais des concours, mais aussi des commandes publiques, se succéderont ensuite au sein de l'Atelier Bonnet de nombreuses réalisations de petites et grandes échelles. On peut citer notamment les cabanes de pêcheurs à Versoix, l'aménagement des préaux de l'école de Cité-Jonction, l'EMS Résidence de la Rive à Aunay, ou encore des projets en cours tels que des immeubles de logement à Corzier et Vézena, un stade de foot à Chênebourg, une école, piscine, crèche et parc public à Chandieu. La démarche de l'Atelier Bonnet se caractérise par une approche qui s'intéresse et investigue toutes les échelles de projet, partant du dessin d'objets, comme par exemple une montre, à l'habitation familiale ou au logement collectif, pour aboutir à l'échelle urbaine. Le passage d'une échelle à l'autre, du mobilier à l'espace urbain, de la ville à l'habitat, et vice-versa, est l'occasion de questionner ainsi les a priori. Ce processus génère une filiation entre les grandes et les petites réalisations et une complicité entre les différents programmes. Aujourd'hui, l'Atelier Bonnet continue son aventure et compte une douzaine de collaborateurs. Je passe maintenant la parole à Pierre Bonnet. Bien, merci, bonsoir. Donc voilà, je vais m'entretenir un petit peu de nos travaux en cours. Donc déjà pour le titre qui était sollicité pour la conférence, donc le paysage, quoi, aujourd'hui on a beaucoup d'acceptions, mais on sait que ça appartient au champ visuel. Par contre, le paysage intérieur, c'est peut-être quelque chose qui joue d'un renversement. Et puis voilà, on a formulé ce titre. Je profite d'excuser Mireille Adam-Bonnet ce soir qui est absente, qui m'a laissé seul conduire cet exposé, mais qui me fait confiance. Donc ce paysage intérieur, c'est peut-être une manière de dire les projets sont probablement dans une quête d'intériorité. Ils sont pensés parfois depuis l'intérieur en direction vers l'extérieur. Et peut-être aussi dans ce titre, c'est une sorte d'antidote à l'image en général. Donc voilà, nos projets sont beaucoup ancrés dans un imaginaire qui s'entretient. Et souvent dans les exposés, j'ai eu l'occasion de prendre avec moi quelques images que je rajoute. Je n'ai pas tendance à les enlever. Alors celle-ci, elle me suit. Voilà, c'est une image extraordinaire de ruines au Soudan, uniquement pour vous dire que ce qui nous intéresse, c'est le sol, c'est creuser le sol. Quand on commence un projet, on va souvent le creuser. Et puis aussi des fondations qui vont être la trace, en l'occurrence ici, manifeste d'un usage et d'un temps passé. D'autres images me suivent. Ici, avec Robert Irland, artiste avec qui on collabore parfois. Et en fait, dans ce tableau, c'est peut-être pas le sens que lui y met, forcément pas, mais c'est un jeu de flux. Donc en fait, c'est des trames ou des schémas superposés, et probablement que les projets fonctionnent un petit peu comme ça dans leur processus. On superpose des choses qui n'ont pas forcément de rapport, et c'est des flux vectoriels, des flux elliptiques, ça a trait au mouvement, et probablement on cherche à comprendre les mouvements qui sont générés à l'intérieur de nos projets. Un artiste aussi qui nous accompagne, Gordon Matta-Clark, qui lui fait des coupes, mais des coupes au sens propre. Il découpe ses maisons et ça dénote d'une certaine curiosité. Qu'est-ce qui s'est passé comme vécu
à travers cette petite maison qui renferme un organe vivant en quelque sorte. Ici une autre maison découpée. C'est une sorte d'introspection en fait qui produit. Il fait ressortir quelque chose d'enfoui à la surface. Et probablement dans cette image, elle dénote notre intérêt pour la coupe, qui est très active dans nos projets. Et puis encore deux images. Celle-ci, elle a trait au lien. Nos projets sont faits de formes souvent assez abstraites. C'est des formes simples qui jouent de combinaisons. Mais en fait, ce lien, au fond, il a comme destination le lien entre les personnes. Donc notre architecture est destinée quand même à des usagers malgré tous les procédés formels qu'on va employer. Et puis cette dernière petite image, c'est un tableau qui mesure 10 cm en réalité, de Robert Irland. Son propos, lui, c'est le cadre, dans le cadre, dans le cadre. Mais ici, c'est peut-être aussi pour parler que chaque architecte, chaque architecture contient une immense subjectivité, mais aussi un besoin de clarifier. Ce petit paysage redessiné, en fait, il engage la personne à voir peut-être autrement. Et c'est une forme aussi peut-être de recherche intérieure. Donc je vais vous balader à Genève au travers de 7 projets qui ne sont pas forcément finis. Donc c'est un peu le travail en cours. On a des projets sur papier, des projets en chantier et quand même quelques réalisations. Donc on va passer par du logement, par un enjeu urbanistique, par un équipement public, et puis par ces fameuses cabanes qui se situent en haut à gauche à Versoix. Donc je vais commencer par 2 logements. Donc c'est aussi la volonté de changer d'échelle. Donc ces logements à Corsier, il faut peut-être en préambule dire que faire du logement à Genève, souvent c'est des sites qui font l'objet de déclassements, et puis c'est un peu un genre en soi de faire du logement dans ce canton, à savoir qu'on a des conditions économiques, un contrôle de l'État accru, assez unique au monde, je dois dire, qui fait que notre désir, c'est que dans chaque projet de logement, il y ait au moins une idée, mais beaucoup de contraintes, évidemment, surviennent pour que ces logements soient abordables pour ceux qui vont y loger. Donc à Corsier, c'est une histoire qui commence, vous l'avez vu, assez tôt. C'est un site très particulier. Je crois que l'origine du projet tire vraiment dans la nature du sol. Donc en fait, on le voit, si je trouve le... Voilà. Donc on est ici. En réalité, ce site-là, à cette échelle-là, est un dépôt d'ordures ménagères, probablement pendant des décennies, pour toute cette commune. Et puis, ce dépôt d'ordures ménagères va être certainement arrivé à terme. Il va devenir une nouvelle nature, mais tout à coup, les choses vont s'inverser dans ce lieu-là, qui est un véritable creux. Il y a un entrepôt, une usine de plots de ciment qui va s'installer et qui va en faire une carrière. Donc ce site, il va passer, comme on le voit ici, d'une déformation, c'est-à-dire qu'il va s'élever de près de 2 à 3 mètres, à un véritable creux dans l'autre sens, de à peu près 1,50 m à 5 mètres de profondeur. Et ici, un grand plat où siège en fait un dépôt de construction aujourd'hui, mais qui était le lieu notamment où les plots de l'Expo de 64 ont été réalisés. Donc une gravière. Et puis un site très contrasté, c'est-à-dire ce creux et puis en même temps une grande ouverture sur un paysage de grande qualité. Donc on le devine ici, et par le jeu d'un déclassement, on va pouvoir construire du logement, un endroit qui dans l'état initial, voilà comment il se présente, mais si on recule un tout petit peu, ce même lieu prend tout à coup l'allure d'un havre de paix. Donc cette réalité, elle va être questionnée. Comment habiter ce creux tout en l'acceptant, c'est-à-dire ce qu'on a appelé le niveau de la carrière. Et en fait, on va placer nos logements, on va utiliser ce creux comme étant un sous-sol déjà excavé, et puis on va faire émerger les logements et s'élever progressivement dans le site.
Donc ce petit dessin, en fait, c'est ce qui va nous occuper pendant quelques années. Le lac, un soleil couchant, c'est une orientation plutôt défavorable nord-ouest, mais la vue est tellement impressionnante qu'on va essayer de faire un peu à la manière d'un appareil de photo, ouvrir le diaphragme. C'est-à-dire qu'on va dilater des étages, on va trouver 3 étages d'un côté, 2 étages de l'autre. Et puis un autre bâtiment qui lui va travailler dans une autre direction. Donc voilà, le fond de la carrière, il est ici, la halle de construction reste, donc il s'agit d'un lieu de mixité. Et puis voilà, vous devinez le terrain d'à côté qui est du remblai, ce creux, ce grand plat et une autre future construction qui va devenir ici. Et puis le site dans l'autre sens, le creux et la pente douce qui continue vers le lac. Donc le niveau du sous-sol, il est déjà fait, on pourrait dire. On va simplement poser un bâtiment sur le sol et on va habiter à partir du premier étage. Donc c'est une diversité typologique qui est menée ici. Et voilà, aujourd'hui c'est un projet qui est en partie fini pour cet immeuble-là face au lac et en voie de terminaison l'année prochaine sur l'autre bâtiment que je pourrais moins expliquer. Donc voilà, la réalité de ce creux, elle est là, le terrain d'à côté. Et puis voilà, l'architecture, elle va jouer, elle va même augmenter ce creux d'une certaine façon par ce grand porte-à-faux qui donne entrée au logement. Cette photo pour dire qu'on va jouer sur la plastique du béton, les étages se décalent de très peu et constituent des tablettes de fenêtres en soi. Et puis cette façade-là qui elle, voilà, vient jouir d'un grand développement sur le paysage, non construit. Donc on joue sur l'échelle, il y a de multiples échelles qui se déploient. Et puis la clé, elle est ici, dans la coupe. Donc pour la cage d'escalier, on va développer un appartement sur un étage ici, et puis ensuite un autre appartement qui va jouer sur 3 demi-niveaux. Et on voit que cette cage d'escalier, en fait, est commune sur 2 niveaux, mais après, elle va appartenir à l'appartement, ou du moins à 2 appartements. Donc voilà un petit peu la réalité que prennent les choses aujourd'hui. Cet escalier est en béton, en réalité, il a été protégé pour une visite récemment. Et puis surtout cette lumière très basse qui rentre en profondeur dans l'immeuble, qui fait près de 20 mètres. Donc on gravit voilà, ces étages un peu dans une caverne, en quelque sorte de béton teinté. Ici, un cadrage sur la fenêtre qui donne côté lac pour la cage. Et puis voilà ce qui se révèle à partir de là dans les appartements. Donc cet appartement que je vais aussi vous montrer en plan se joue sur plusieurs niveaux. Donc voilà un petit 4 pièces qui est très simple. Ce même plan va se développer simplement sur des niveaux différents et prendre une spatialité assez variée. Donc pour le 4 pièces, on rentre et puis en fait, on est successivement dans un étage de 2,40 m jusqu'à 3,70 m. Donc il y a un accroissement de la perception qui se joue. Et cette hauteur a une qualité particulière. Il y a un autre élément qui intervient ici sur la terrasse qui n'est pas vraiment une terrasse totalement projetée. Elle garde une forme d'introversion. En réalité, c'est un écran contre la bise. C'est un paysage très exposé au vent. C'est assez difficile de tenir avec le moindre petit vent froid. Donc pour accroître l'utilisation de cette terrasse, on a en quelque sorte amorcé une cour. Et puis, cet emboîtement apparaît très simple, mais en réalité, il a généré une certaine complexité pour le contrôler, avec l'emboîtement des cuisines entre les étages. Et puis, on va arriver dans un même plan, mais en réalité, une perception très différente donc pour ce 6 pièces, qui se joue comme ça en demi-niveau, et qui va prendre cette configuration-là. Donc, on a aussi un peu de transparence. Une cour dont le toit se retire légèrement, et puis des points de vue qui changent suivant à la hauteur dans laquelle on se trouve dans cet appartement. Donc vous avez compris que le lac ici est
une position rarissime pour du logement dans ce canton relativement plat. Donc voilà la vue depuis ce petit palier de chambre. Et puis rapidement, cet autre bâtiment qui est en train de se construire, qui lui joue plutôt dans une relation avec la halle de construction qui va être refaite dans la même matière, sur aussi un paysage intérieur, qui est cette cour qui donne accès à des appartements cette fois très étroits, avec des escaliers qui sont sortis de leur cage et qui vont générer un principe d'habitat avec un habitat traversant au rez-de-chaussée de 3 et 5 pièces, et puis à l'étage des duplex, dont l'idée est très simple, c'est de mettre la cuisine à l'arrivée de l'escalier et le séjour le plus haut possible dans le paysage afin de s'élever et de prendre de la hauteur. En contrepartie, les chambres se trouvent à l'opposé ici et là. Donc voilà un 5 pièces. L'idée du traversant, elle se joue aussi au travers d'un ruban de cuisine, comme ça, pour libérer un séjour. Et le même dispositif se retrouve dans un 3 pièces. Donc comment faire un appartement traversant, aussi sur 3 pièces, avec une terrasse. Et enfin le duplex, qui est alterné donc avec une cuisine séjour ici, la chambre au premier, pardon. Et puis enfin, ce séjour-là, qui prend de la hauteur et qui se retrouvera en fait là-haut. Voilà, donc c'est une unité de matière, c'est un petit quartier en réalité qui se construit, qui comprenait donc 26 logements. Ici, on est aussi dans une expérience de longue haleine. C'est des projets qui commencent très tôt, qui sont dans une complexité urbaine à chaque fois particulière, dans un village totalement hétéroclite, fait de différents types d'immeubles, de différentes époques, sans véritable conception urbanistique globale. Et puis il reste peut-être la dernière parcelle constructible ici, un petit trapèze sur lequel on va développer plusieurs hypothèses. Dans ce jeu hétéroclite, il a malgré tout une grande route. Cet élément est structurant, il est chaotique, mais il est malgré tout structurant. Il est aujourd'hui refait il va être refait avec une grande allée d'arbres, ce qui va pas vraiment l'unifier, mais aussi avec une traversée souterraine. C'est un grand mouvement. Et puis, notre petit bâtiment ici, il n'a pas tellement d'alliés, donc on va essayer de se créer un paysage à la fois évidemment en connexion avec ce qui nous entoure, les échappées visuelles possibles, mais aussi dans une relation interne fragmentée. L'idée, elle est là, elle tient dans ce petit dessin. 3 appartements autour d'une cage qui s'imbriquent les uns dans les autres de telle manière à habiter l'angle. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est d'habiter cet angle rentrant et cet angle sortant. Donc voilà, le site, il est fait d'un ruban d'asphalte plutôt à caractère urbain, et puis d'un plateau 2 mètres plus haut à caractère végétal. Ça va donner lieu à une coupe qui joue sur la dilatation d'un étage, de commerce en l'occurrence. Et puis voilà ce paysage déroulé dans lequel on vient s'insérer. Donc aujourd'hui, la réalité prend forme, la matière avec. Donc ce bâtiment n'est pas de loin pas terminé, il manque encore 2 étages. Et ce jeu intérieur, ben voilà, il vient, c'est toujours une idée un petit peu de creuser, une cage d'escalier qui fait varier ses vides. Évidemment, on vient du monde souterrain aussi avec le sous-sol, on vient chercher les gens le plus tôt possible pour les faire sortir de ce trou, pour arriver en fait dans un petit hall un petit peu fragmenté qui joue aussi déjà sur la notion d'angle. Donc 2 commerces à chaque angle qui viennent relier le boulevard urbain et puis aussi une entrée au logement qui est ici. Donc voilà ce qui est en train de se jouer. Donc le commerce qui joue sur cette diversité d'échelles. L'autre commerce aussi avec des grandes hauteurs. C'est aussi un plaisir de renouer avec une certaine verticalité d'espace. Et puis le plan
de l'étage supérieur, avec déjà un premier appartement posé sur le sol. Ces fameux appartements d'angle qui va ensuite se répéter avec des variations sur chaque côté, pour finalement se réduire en attique pour avoir deux petits appartements latéraux. Donc c'est la mise au point de ça en fait qui va être le grand travail, c'est-à-dire comment vivre chez soi dans un rapport d'intérieur-extérieur un petit peu croisé. C'est-à-dire depuis la cuisine on voit dehors, chez soi et même à travers la loggia encore dehors. Donc la réalité prend forme, on voit que ce paysage-là est propre à cet angle, l'autre angle n'aura absolument rien à voir. Et puis voilà un petit peu de simulation quand même, qui donne la réalité aussi de cette matière extérieure qui vient dedans. Donc ce jeu croisé intérieur-extérieur, il continue à être expérimenté de cette façon-là. Donc toujours sur le thème de l'angle, 2 cabanes de pêcheurs. Voilà un dessin d'enfant qui était une des sources d'inspiration, c'est ces cabanes de pêcheurs duquel le pêcheur jette son filet, attache son bateau et vit un petit peu projeté sur l'eau. C'est une manière de pêcher assez étonnante. Ça en a fait une ville dans ce cas-là, avec son école. Et notre réalité à nous, apparemment calme. En réalité, ce projet, on rêvait de faire un petit projet, c'est bien tombé. Par contre, c'était un petit projet qui contenait beaucoup de conflits dont on ignorait un petit peu, heureusement peut-être à l'avance, le sens. En fait, c'est des pêcheurs qui ont été délocalisés pour des questions de renaturation et ils ont été arrachés en quelque sorte du paradis. Ils étaient dans un lieu extraordinaire et puis on leur a dit non, on va vous déplacer et on va vous mettre dans des containers en métal. Donc ça, c'était une position de l'État. Et puis, heureusement, il y a eu une réaction assez forte des monuments et sites qui ont dit que c'était difficile. Là, à ce moment-là, le projet était établi dans le village de Versoix, qu'il fallait prendre un architecte pour résoudre ce problème. Alors, en prenant un architecte, on a aussi changé de site et on y a gagné au change. C'est qu'on s'est retrouvé dans une situation très particulière d'être en fait à moitié sur terre, surtout sur l'eau et en partie sur terre. Et ce qu'on apprend aussi, c'est que non seulement les pêcheurs, ils font tout pour ne pas être délogés, mais aussi c'est des individualistes forcenés. Ils ont leur monde à eux, leur univers. Et c'est aussi, cette quête individuelle, elle est aussi entre eux. Donc nous, on part dans ce projet avec l'idée qu'on va mettre des pêcheurs ensemble, un petit espace commun où ils vont déplier leurs filets. Mais en réalité, ils ne veulent pas vivre ensemble. Donc notre projet, on comprend qu'il va être encore moins accepté. Et pour finalement proposer un schéma de cette nature, c'est de se les mettre dos à dos. Vraiment, on va les prendre à la lettre. Et puis, et ça on peut comprendre, un pêcheur, même si c'est une activité relativement pittoresque sur nos lacs, c'est malgré tout un espace de travail. Cet espace de travail n'est pas une vitrine. Donc on est ici sur une petite promenade un petit peu romantique, ce qui nous valera beaucoup de soucis d'ailleurs. C'est qu'en fait on va aussi tourner le dos à cette promenade pour s'intéresser à créer en fait un intérieur qui est lui ouvert sur l'horizon. Donc voilà, on comprend un petit peu tous les paramètres qui font une cabane de pêcheur au niveau de l'hygiène, du stockage, du lieu de vie. Comme on part d'un budget en container, c'est extrêmement difficile, donc on est toujours très très tendu sur la dépense. Donc voilà, on crée des modules. Ici, les filets à poissons qui sont stockés, l'établi, l'atelier en quelque sorte. Ici, c'est le lieu de l'hygiène, donc en fait les poissons sont sortis de leur filet, sont lavés, etc., écaillés. Et puis ici, le lieu de la cabane du pêcheur, éventuellement un petit peu de commerce. Et puis cette plateforme importante. Et là, on s'adresse en fait à un marchand de cabanes préfabriquées, un des plus grands préfabricants suisses de bois, situé en Suisse allemande. Par contre, lui, il a une manière très très stricte de faire des cabanes qui correspond pas trop à ce qu'on aimerait lui faire faire. Et évidemment, on est très tendu économiquement, donc ça va être un jeu permanent pour arriver à construire ça. Donc voilà, c'est des modules qui sont entièrement finis, qui se déposent en 6 heures. Les 6 modules sont posés, c'est des mois d'études avant évidemment. Elles vont s'inscrire dans ce paysage de façon assez silencieuse. Et puis,
voilà cette plateforme de travail qui était au tout début, qui certainement a dû maintenant être un petit peu pervertie par les usagers. Mais on va en fait chercher à ouvrir plutôt évidemment du côté de son espace propre. Et puis ce jeu de matière qu'on va essayer de développer, donc on va travailler avec de l'acryl. C'est pas sans rappeler les filets à poisson, donc cette matière synthétique. Plutôt que faire la petite cabane en bois, ce qui était notre première idée, et on va plutôt s'intéresser à une matière assez plastique et surtout capable de résister un petit peu aux conditions lacustres, mais aussi avec un intérêt pour le reflet. Donc cette cabane est teintée en arrière-plan, et ce polycarbonate, cet acryl est en réalité blanc. Et en fait, elle change en permanence de couleur, de façon très fine, il faut être attentif, mais elle prend un peu les reflets de ce qui l'entoure. Donc elle peut être tantôt blanche, tantôt bleue, tantôt verte. Et cette couleur se retrouve aussi dans ce petit monde intérieur qui est ici l'espace du pêcheur. Alors lui, il a une position d'observateur, il ne veut pas être observé. Donc voilà, ce dos à dos s'est résumé en un contact réduit à sa plus simple expression, ici, qui est un jeu de précision un peu étonnant. Et puis, voilà, cet ouvrage qui finalement a généré un intérieur projeté sur un horizon très fort. En même temps, on travaille sur un autre enjeu d'une toute autre nature, urbanistique, sur un projet qui a commencé bien avant qu'on intervienne. Il s'agit en fait d'une enclave paysagère en quelque sorte, donc on est dans la grande campagne de la rive gauche genevoise, à Tonnay, dans sa partie urbaine ici en bas, et puis dans la grande étendue verte sur le haut. Et puis ce grand site fait l'objet d'un développement important décidé par l'État. On comprend que ce statut agricole, il va disparaître, pourtant il a une force aujourd'hui très, très présente. Ça va être un enjeu, je crois que Inès et Bruno sont là pour le dire. Il va y avoir une compétition, un concours qui va être gagné par le bureau Arban et Bousquet, qui vont formuler le concept de pièce urbaine. Donc je vais aller assez vite sur cet enjeu-là, mais voilà, des pièces urbaines, c'est ce mot-là qui va nous être donné pour passer une deuxième étape, une fois que ce plan sera adopté et repris par des investisseurs privés, disons en partenariat avec l'État, pour savoir en fait comment on va développer ce qui s'appelle ici une pièce urbaine. Donc on va hériter de ce plan et on va en quelque sorte le simplifier et dire voilà, il est fait de quelques contours. Il appartient à nous d'en comprendre sa dimension et de voir tout ce qu'on peut y faire avec ce grand quadrilatère, assez difficile à comprendre dans sa dimension. Il fait près de 200 mètres de long. Et pour ça, on va essayer de faire un petit voyage. Donc on va partir dans l'imaginaire de la pièce urbaine. Donc on va aller tout à fait ailleurs, mais aussi dans des choses qu'on connaît. Puis on va s'apercevoir que 2 îlots de Manhattan et plus s'installeraient dans cette pièce urbaine. Tiens, c'est très grand. Ou 1,5 îlot de Cerda, avec ses 83 mètres, sauf erreur. Ou encore une partie d'un super bloc de Brasilia, ou simplement une partie du Lignon. Ce qui est assez sidérant de voir que dans les années 60, on aurait pris un architecte, un seul geste, et les communaux d'Ambilly auraient été résolus de façon unifiée. Donc on voit au travers de ce petit voyage, on voit à quel point les échelles changent, les époques changent. Et puis, on va aussi s'intéresser à la topographie. Donc on est dans un grand cirque, c'est un grand plateau, et on a une chance extraordinaire de pouvoir plus ou moins percevoir tout ce qui nous entoure à Genève, c'est-à-dire ces grands murs, Voiron, le Maule, le Mont Blanc, les Aravis, le Salève, etc., jusqu'au Jura, suivant la hauteur à laquelle on se trouve. Cette topographie, elle est aussi issue de ce retrait du glacier, donc ces fameuses cartes ici de Hechel qui ont été données par Alain Léveillé, qui montrent cette plaine fertile, et on comprend pourquoi on cultive dans ces endroits-là.
on a cette grande courbe de niveau qui s'étend jusqu'ici. Donc voilà, tout ça c'est pour essayer de se mettre à la tâche. Et puis dans ce quadrilatère, bon, on va s'arrêter à une quarantaine d'hypothèses qui sont faites un peu comme des gammes. Et en fait, chaque moment est le lieu de dire bah tiens, pourquoi pas simplifier une équation, de faire un grand îlot. Mais en fait, on n'est pas dans la ville, tiens, etc. Donc on va se balader, on va se perdre énormément. Et puis c'est un concours un petit peu comme à l'école, c'est-à-dire que on a une critique intermédiaire. Donc on profite en fait de soumettre, on réduit un petit peu, on soumet 3 hypothèses. C'est une manière de rentrer en discussion. Et on cherche en fait un modèle urbain qui n'est pas complètement urbain, c'est-à-dire qui s'adresse au paysage. On veut que chaque immeuble ait un coin de paysage sur lequel il pourrait s'ouvrir. Donc on ne croit pas tellement à l'îlot complet, fermé. Donc ça c'en est une. Une autre, on essaie d'intégrer un jardin à l'immeuble. C'est-à-dire on va chercher un espace public et en même temps une forme de présence végétale contre l'immeuble. Et puis finalement une troisième, qui sera notre équation, qui joue à la fois d'abord d'immeubles de grande dimension qui sont rien en comparaison du Lignon, mais par contre dans notre pratique aujourd'hui recommence à quêter une échelle un petit peu plus grande d'immeubles, c'est-à-dire qu'on n'en fait que 3. Il faut savoir que dans cette compétition, peut-être celui qui avait le plus d'immeubles, il en avait 16. Donc ça montre en fait à quel point les échelles se jouent. C'est un immense potentiel en fait qui est là. Et puis nous, on va proposer des immeubles pliés pour ces raisons-là. Donc, d'une part, on veut un espace public ample qui permet d'aller dans différentes directions et qui s'ouvre vers le paysage. C'est une sorte de grande ouverture, mais en même temps avec une certaine intrigue. Il y a une autre observation qu'on fait, ce qu'on a appelé les pièces agricoles. En fait, c'est toutes ces conglomérats de fermes qui se constituent dans la campagne genevoise, qui sont des choses magnifiques, qui sont constitués d'une cour, de bâtiments de ferme ou d'habitat, mais qui autour d'eux contiennent toujours la nature domestiquée avant de passer aux grands champs. C'est-à-dire qu'on a les vergers, on a peut-être les potagers, et on les voit de loin, on voit cette nature qui change d'échelle quand on arrive sur ces grandes routes. Mais ces pièces agricoles, elles touchent peut-être la route, mais elles ont une logique interne. Donc nous, on va essayer de mettre des grands jardins sur l'extérieur en fait de cette pièce urbaine, dans cette filiation-là. Et en fait, le corollaire de ça, c'est que ces pièces agricoles ont une chose qui nous a fascinés, c'est qu'en fait, elles s'adressent à la rue par les murs pignons. Donc en fait, c'est simplement les pointes, en quelque sorte, des bâtiments qui viennent toucher le bord de cette petite unité. Et finalement, ça va nous amener là. Donc on va gagner le concours pour cet état-là des choses, c'est-à-dire c'est un peu le patron d'un habit. Il n'y a pas l'architecture, il y a simplement le volume que les choses pourraient prendre. Donc voilà, c'est un projet qui prend du temps. On l'a résumé un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un grand mail distributif qui n'est pas véritablement urbain. Plus le temps passe, plus on comprend plutôt sa nature paysagère, qui va se poursuivre en quelque sorte dans une intrication avec notre espace interne et ouvert. Et en contrepartie, ces jardins environnants prévus dans le plan de base, ils vont eux s'augmenter en fait des jardins de bord. C'est aussi cette image pour dire que ce quartier, c'est le centre d'un futur quartier de à peu près 5000 habitants, sauf erreur. Ici, on est sur à peu près 650 logements, donc peut-être 1500 habitants, plus des activités. Donc à chaque pièce urbaine se reposera la question du modèle et du temps dans lequel on viendra les produire. Donc on voit en fait la constitution d'un tissu de manière progressive. Aujourd'hui, on explore de façon un petit peu plus fine qu'est-ce qu'on entend par les rez-de-chaussée, comment on va faire
donner vie à cette centralité. Et puis, il y a des choses qui nous sont chères, qui sont notamment cette fluidité visuelle qu'on a formalisée sous cette forme et photographiée en maquette pour passer d'une pièce à l'autre, par exemple, ou à travers la pièce, des vues croisées sous les immeubles ou à travers les immeubles, qui donnent le sentiment d'urbanité, qui donnent une profondeur. Ces jardins de bord qui sont sacrés, c'est-à-dire qui sont en pleine terre, qui sont vraiment une vraie nature fertile, contrairement à l'espace interne qui, lui, est sur dalle et parking. Et puis enfin, ce qui était notre postulat, de dire, depuis chaque logement, en principe, dans la majeure partie des cas, chacun aura un morceau de ce grand paysage. D'où l'immeuble plié qui vient se tourner soit vers les Voirons, soit vers le Salève ou encore vers le Jura. Donc une recherche d'échelle. Donc j'avance sur un autre projet tout petit, mais qui est aussi dans une forme de centralité. Mais celui-là, c'est un tissu déjà constitué. Donc on est ici dans un ensemble réalisé en 66 et 68, notamment par Singria et Taramasco. À noter l'image Google Earth, vous verrez que les ombres divergent très nettement. Voilà, c'est une école qui a une assez grande qualité, où en fait il s'agissait simplement de créer un renouveau sur les préaux. Donc un travail très modeste de transformation. Donc cette réalité aujourd'hui, elle a pris cette teinte-là. Donc voilà, comme on transforme un bâtiment, on peut transformer un espace public. Et puis on va tomber sur un nœud qui est ici, qui est en fait une sortie de secours d'un parking situé là-dessous, qui est un point dur, c'est-à-dire que l'espace ne peut pas être libéré complètement. Et cette sortie de secours, totalement illégale d'ailleurs dans sa forme, on va l'utiliser pour insérer en fait une pièce et encore une autre qui seront en fait un mini-foot. Les enfants adorent ce jeu et si possible de le faire dans des conditions qui protègent les autres, qui n'en font pas. Et puis un grand élément ici inscrit dans la continuité de la rampe de garage qui va devenir un des composants du projet, c'est-à-dire le renouveau végétal. Donc on va agir sur deux champs. Un, c'est recréer une ambiance, prolonger peut-être quelque chose qui appartient à l'école. Donc cette ambiance, elle tient sur un paradoxe, c'est-à-dire qu'on va réchauffer par le sol et rafraîchir par le végétal. Donc voilà, c'est un avant-après qui est assez utile pour comprendre ce qui se passe. Donc cette sortie de secours ici qui sort d'un trou, avec un malheureux arbre qui pousse au milieu. Et puis voilà, le passage du temps, c'est des lieux très durs. Donc il y a aussi évidemment un enjeu social très important dans ce quartier qui présente des difficultés par ailleurs. Et puis on va essayer de retourner un petit peu la situation. Donc voilà, le avant-après, c'est trois préaux dans des situations très différentes. Ici, vous voyez une végétation de cette époque-là, assez dure, persistante. Finalement, le choix sera carrément de la supprimer et puis d'ouvrir complètement le site. Et c'est par des petits mouvements, parfois de 20 cm, 30 cm, qu'on retourne une relation. Donc voilà ce monde souterrain du parking, ce bac à bambou géant qui va venir se poser sur la structure, créer une sorte d'intermédiaire. Et là, on est vraiment dans une intériorité, je crois. C'est ni complètement un espace privé, le préau évidemment, mais en même temps défendu, et ni un espace public facile à franchir. On va même se permettre de dessiner le mobilier, donc on va construire des poufs coulés en un seul tenant, ce qui était le défi de ces petits éléments en béton teinté, et qui vont se disséminer sur ces places. Donc on voit ici par exemple les bambous qui en fait sont juxtaposés à des barrières aujourd'hui, et ces barrières elles étaient simplement bouchées par des planches de bois pour pas que les parents donnent des sandwichs aux enfants pendant la récréation. En tout cas on avait interdit la communication. Donc on va accepter cette contrainte, mais on va la jouer un petit peu autrement. Donc voilà, cette ambiance, on l'a produite. Il y a même un jeu de sable qu'on a intégré à l'ensemble. Et puis l'aspect scénique
de ce jeu de foot qui intègre la sortie de secours qui a en quelque sorte été absorbée là derrière. Donc voilà, c'est un espace du mouvement. Il y a aussi une relation qui s'établit avec cette tour qui est nouvelle. Cette autre préau qui est aussi où la ville s'invite dans l'espace. Et finalement, effectivement, c'est tout cet environnement qui est cadré par cette école d'un étage qui est d'une très grande qualité, je crois. Enfin, 3 immeubles. Ça, c'est une autre expérimentation. C'est aussi issu d'un concours dont on a été les lauréats en fin 2005. C'est une opportunité assez importante pour nous. On est dans un site, en fait, qui est un grand plateau, de nouveau, qui n'est pas complètement vierge, à savoir qu'il est déjà bâti de façon assez forte avec un établissement médico-social qui est ici, qui est d'ailleurs en train de se développer. Mais ici, un terrain qui va devenir le lieu, un lieu d'habitat. Vous noterez qu'il jouxte ici une grande zone agricole qui, au moment où on fait le concours, disons, ne fait pas partie de notre réflexion. C'est comme une nature ouverte. Et puis aujourd'hui, pour information, il va revenir à peu près, je crois, il va y avoir 1200 habitations qui vont venir se construire probablement ici. Donc sans le savoir, en fait, on est à côté d'un très grand quartier probablement. Donc on est face à un premier monument, c'est le Salève, c'est le propre de Verrier, cette extraordinaire masse couchée, stratifiée. Et évidemment, on ne va pas rater ça pour habiter autour. Donc c'est une grande question qui se pose. Quel modèle jouer? On voit ce qu'on veut pas. On cherche à ne... On veut pas faire un projet sériel. En fait, quelque chose qui se répéterait en série, qui soit des barres ou des plots très compacts. On aimerait faire parler le sol dans un rapport plein-vide un petit peu égal. C'est-à-dire, et là on voit que c'est pas ça, mais c'est un jeu à 5 bâtiments, à 4, pour finalement s'arrêter à 3 bâtiments, où il y a une sorte de pseudo-équivalence entre le plein et le vide. Mais cette forme-là va nous causer bien des questions. C'est-à-dire qu'on va partir d'une relation plein-vide. On va aussi évidemment faire la lecture de ce plateau extraordinaire qui est issu là de la planche du concours. Donc on est vraiment à l'échelle, donc on est ici. Ce grand plateau qui se déroule et pour monter d'un coup. Donc ça va se jouer comme ça. Donc en fait, on va emprunter 2 modèles qu'on va chercher à croiser. D'une part, le modèle à coursive qu'on connaît bien, avec la coursive génère des parcours dirigés, et puis celui d'un îlot où voilà, on tourne autour d'une cour, d'une forme compacte qui se déroule. Et en fait, ces 2 choses mises ensemble vont nous produire une sorte de croisement avec un jeu de plateau qui va se retrouver au centre, qui va être le lieu de la distribution, avec des brèches, des césures. Je fais un petit flashback parce qu'en fait, pour mettre au point cette idée-là, on s'est appuyé sur un autre projet qu'on a commencé bien plus tôt et réalisé à ce moment-là. C'était un projet dans une barre imposé par un plan de quartier qui se situe à Vesna, non loin de l'autre projet à 3 logements, où là, en fait, on a interprété le thème de la barre en partant d'une tour. C'est-à-dire on s'est intéressé aux 4 façades que génère un plan de tour avec son noyau très compact. Puis en fait, plutôt que faire des cages répétées, on va exporter ce noyau dans un immeuble étiré. Et ça va produire 2 choses. C'est un escalier qui est un jeu de relations croisées, c'est-à-dire qu'on renoue avec la cage d'escalier forte comme un lieu collectif de caractère. Et puis, un logement qui va chercher les angles et qui s'étire sur les bouts. Donc voilà, cette cage d'escalier, on essaie de la maîtriser.
Elle va prendre cette forme-là. Et puis en fait, on va prendre goût à l'idée que les gens qui vivent dans un immeuble, ils ont des rapports multiples. Même si ici on n'est qu'à l'échelle de 14 logements, c'est assez différent qu'une cage d'escalier très, très fermée avec 2 portes palières de chaque côté. Et puis on va aussi mettre au point une chose, c'est de rentrer 1 mètre de sous le terrain et de s'enfiler en fait sous l'immeuble. Donc c'est ce petit flashback pour vous dire ça va nous être très utile pour concevoir en fait ce qu'on a appelé des plateaux superposés en relation avec le terme du plateau de vessie, c'est-à-dire qu'on va dire à chaque étage son plateau, qui va en fait distribuer non plus 4 appartements, mais 8 à 9 appartements. Donc on cherche aussi une fluidité, un rapport au paysage depuis ces brèches. C'est un jeu de flux. Et le thème probablement qu'on mène ici, c'est vraiment le chemin et le carrefour. C'est-à-dire qu'on essaie d'interroger la chaîne d'efficacité qui fait probablement, disons, partie de notre mode de vie périurbain, c'est-à-dire la voiture, le garage souterrain, l'accès direct depuis le garage souterrain directement à sa cage d'escalier pour finalement arriver dans son appartement en croisant peut-être un seul voisin. Donc cette chaîne-là, on veut la questionner. Comme d'autres projets le font à ce moment-là, on exporte le parking, on le met dans un silo à l'extérieur, donc on donne la même condition aux piétons qu'aux cyclistes, qu'aux preneurs de bus. Et puis on va faire en sorte que tout le monde marche dans notre site. Là aussi un petit flashback. Au moment où on fait ça, on est en train d'aboutir à un autre travail où la déambulation est le maître mot d'un projet pour des résidents, disons, d'une maison destinée à des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer, où en fait la déambulation est un des traits particuliers de ce travail, où l'intérieur et l'extérieur sont connectés, bien que dans des ambiances très différentes, mais on prend goût à cette sorte de relation intérieure-extérieure. Donc voilà un morceau d'intérieur qui bascule dans un patio, un monde intérieur d'ailleurs, et puis qui va ensuite se dérouler sous la forme de chemins qui changent d'échelle et de nature. Donc ce goût pour les chemins, on va effectivement le poursuivre au travers de nos logements. Donc à cet étage-là, qui est le rapport au sol, on va trouver tous les espaces communautaires, donc les caves, les buanderies, les vélos. Donc on va baisser légèrement d'1 mètre pour rentrer dans le logement. Et voilà, ça va prendre cette nature-là. Donc on voit ces grands carrés vides en alternance à ces grands volumes. Donc là, je peux vous le montrer que sous sa forme actuelle, récente, c'est-à-dire en chantier. Donc c'est ces grandes masses horizontales qui jouent de plans décalés. On va intégrer prochainement un principe de strate dans la modénature des façades, qui rejoue peut-être le thème des plateaux. Donc voilà, on rentre de façon douce dans l'immeuble, avec un jardin, un puits central. Et puis voilà, ça c'est très important, cette mise au point de 2 escaliers par plateau. Donc ici l'étage du réinférieur collectif, avec des petits ateliers. Donc c'est un lieu un petit peu, un peu dans la terre. Et puis ensuite on va s'élever. Donc on va s'élever au travers d'un jeu de construction, en l'occurrence préfabriqué, fait d'escaliers et de murs ici qui vont porter cette grande infrastructure de plateau. Et ce petit trésor de Georges Perec qui lui parle d'un immeuble du XVIIIe siècle, où en fait il nous rend compte de ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'on travaille sur 108 appartements. Il y a une sérialité évidente, on va pas faire, on donne dans quelque chose d'organisé, de très répétitif par moment. Et puis en même temps, il nous rassure sur cette idée de répétitivité, c'est que on a conçu un principe d'immeuble rayonnant sur le paysage, donc chaque appartement va regarder sur un morceau de paysage assez différent, donc même si tout se ressemble,
tout peut peut-être être aussi perçu comme différent. Et voilà, l'ironie du sort qui parle d'un escalier B et un escalier A, et on va effectivement produire ces escaliers A et B. Donc voilà cette réalité un petit peu synthétisée qui est en train de se réaliser. Donc en fait, on va chez soi, on le voit ici, pas comme dans une coursive où on longe tous les jours la même façade, mais en fait, on se rend compte que depuis l'escalier A ou B, ou depuis l'ascenseur, les parcours peuvent être variés. On peut descendre un escalier, ensuite prendre l'autre. Donc on va générer, disons, je dirais, c'est la générosité de ce projet à caractère social. Donc voilà les grandes brèches sur le paysage. C'est un lieu ouvert, mais couvert. Voilà sa forme actuelle. Et le plein ciel qui va créer le climat extérieur protégé dans ces plateaux. On travaille aussi sur une coloration, sur la valeur des portes d'entrée qui sont en verre translucide. Et puis, il y a deux types de logements qui se jouent. C'est une petite nuance assez importante pour cette discipline exigeante, c'est-à-dire qu'on a des logements non subventionnés. C'est une chose qui est venue tout à la fin, avant la construction, c'est-à-dire des logements qui sont un petit peu plus spacieux. Donc en fait, ces logements-là sont dans une dimension ici qui va être réévaluée quand c'est un projet subventionné. Donc en fait, ici, l'espace se déroule avec la cuisine qui crée une partition dans cet espace qu'on peut même traverser complètement avec un balcon pour chaque appartement. Donc ça, c'est l'immeuble, je dirais, qui génère un petit peu plus de générosité. Et puis, le subventionné, en fait, il va s'épaissir un tout petit peu pour pouvoir loger une cuisine directement dans la phase d'entrée et loger, une petite pièce à son extrémité. Donc c'est clair que là, on parle d'un logement assez, disons, minime. Et puis, on a un 6 pièces d'angle qui, lui, par contre, est plutôt généreux, qui va jouer sur une double orientation. Vraiment, cette position d'angle se rejoue dans le séjour. Voilà à petit peu près ce que ça va donner. Et puis, ce petit logement ici de 4 pièces, où la place de chaque chose est comptée. Et par un jeu d'échelle, on met une armoire, on contient une cuisine dès l'entrée. Et on obtient en fait cette spatialité avec plusieurs orientations pour chaque appartement. Et in fine, voilà le monument qui s'introduit dans le logement du Salève, et puis chacun son balcon. Donc voilà, cette expérience devrait se terminer en janvier l'année prochaine, donc ça va très vite. Et puis pour terminer, ce qui nous occupe pleinement aussi aujourd'hui, donc c'était évoqué en introduction, donc il n'est pas du tout construit, c'est un concours récent, on était les lauréats il y a une année exactement. Il s'agit d'une thématique très, très riche pour Genève, qu'on retrouve à d'autres endroits, c'est ce chaînage en fait de parcs publics. En l'occurrence ici la gare de Cornavin, le parc des Crepettes, le parc Beaulieu, le parc Tremblay, puis finalement le petit Saconnet. Et tout ça on peut le faire en marchant, à vélo, à pied. Simplement il y a un maillon manquant qui est ici, qui est aujourd'hui un grand parking et puis des petits garages. Et ce maillon manquant, il est dans les esprits depuis assez longtemps au niveau urbanistique, et c'est seulement maintenant que la ville a pu acquérir toutes les parcelles et organiser un concours. Simplement, plutôt que d'être un parc de plus qu'on aurait pu imaginer, en fait, il va prendre place dans ce grand espace un équipement public. Donc on voit dans les plans, probablement déjà plus tôt, mais déjà le 48-49, le repérage de ce maillon vert manquant est très important. Et puis nous, quand on va commencer le concours,
en novembre 2011, on va se poser des questions, c'est-à-dire, mais finalement, est-ce que c'est pas un petit peu difficile de placer un grand équipement public alors qu'on veut faire un espace de fluidité et de continuité? Donc, toute la question se posera sur comment disposer cet équipement public qui est très important sur le bord ou dans une forme fluide, flottante, centrale. Finalement, c'est cette petite esquisse un peu prématurée qui va être notre projet, qui va contenir, je dirais, le ferment. Et là, ici, la planche du concours. Donc, on a appelé ça une tapisserie urbaine. Donc, en fait, il y a un versant blanc, si on peut dire. C'est la ville qui s'étend jusqu'à une ligne qu'on a, nous, artificiellement générée. Et puis, une ligne verte qui va démarrer de l'autre côté, en fait, du bâtiment. Donc, on va répondre à deux enjeux, celui de la continuité verte, mais aussi de la continuité urbaine. À noter que d'autres concurrents vont plutôt essayer de transformer leur bâtiment en parc, c'est-à-dire de verdir en fait le plus possible le sol. Mais là, on va assumer, nous, expressément une condition urbaine. Donc voilà le projet dans sa forme volumétrique, tel qu'il se développe aujourd'hui. Donc il contient plein de choses. Il contient une crèche pour 90 enfants, il contient une école de 16 classes, avec évidemment la crèche ici, qui s'accroche à cette extrémité-là, une école de 16 classes, avec une salle de gym, son préau, qui n'est pas l'espace public à proprement parler, une petite piscine de quartier, et enfin un espace polyvalent de quartier et pour l'école. Donc 4 voisinages qui vont être cousus de manière à être contenus dans un seul édifice. Alors ils sont complètement indépendants, mais ils vont commencer à rentrer dans des rapports complices pour former cette entité. Une première chose, c'est cette ligne bleue, c'est une grande plateforme qui va contenir le préau, d'où le thème du projet, entre autres, de pont de navire. Et puis, cette grande horizontale, c'est comme un sol surélevé, sous lequel certains programmes vont prendre place et sur lequel d'autres programmes vont prendre place. Tout ça dans un jeu de transparence ou au contraire d'opacité. Donc voilà la maquette du concours qui dit beaucoup de choses, je crois déjà. Et puis le projet tel qu'il se développe, qui est un organe assez complexe et continu, fait de forme très simple, avec ici la crèche, l'école, la piscine. À chaque fois, des rapports se jouent entre chaque programme. Par exemple, les petits, ici, ils ont leur patio. Vous avez vu avec les 3 trous circulaires qui, en fait, sont en balcon sur l'espace de réfectoire et en perspective sur toute l'école et sur tout le champ libre. Donc, ils ont une sorte de prolongement sur ce qui les attend et sur le lointain au travers d'un petit espace très défini. Donc, voilà la coupe, déjà la façade. Mais si on avance plus dans le bâtiment, on voit ces fonctions successives s'entremêler, s'entrecroiser avec des jeux de niveaux particuliers. Ici le préau qui est très légèrement en pente, ou encore la piscine et un escalier qui vient ici en cascade dans ce plan très central. Donc c'est une production structurelle assez délicate. Et puis enfin, la déformation de l'école avec la salle de gym à moitié enfilée sous l'école. Donc rapidement, voilà quelques plans. Donc, il y a une relation disons qui nous est chère, c'est-à-dire cette relation du premier étage avec le grand hall central qui en fait arrive directement sur le préau, sur ce grand pont où les enfants sont à 5 mètres du sol et peuvent vraiment avoir un paysage en balcon. Et puis cette école qui continue avec son déroulement de classe. Et puis la relation à l'espace public de la piscine. Donc ce qui ressort de là, c'est qu'en fait chaque programme a une relation particulière avec le lieu. Donc la piscine, elle est prise dans la végétation. L'école, elle est en balcon avec son préau sur l'espace public, légèrement surélevé, ou en balcon sur la salle de gym. Ici la crèche avec son patio aussi
légèrement surélevée par rapport à l'espace, avec une zone calme de verdure ici, et puis au contraire l'espace très vivant de la ville. Et puis, notre travail en cours, c'est d'unifier tout ça. Donc, ce que je peux dire à ce jour, c'est que, en fait, on essaye par la structure, et notamment toutes les pièces closes que sont la piscine, la salle de gym, l'école ou encore les salles de vie de la crèche, par un plafond structurel et acoustique, d'essayer de donner un trait d'unité à toutes ces pièces et tous ces programmes qui sont fort différents. Et voilà, pour terminer, ce bâtiment qu'on a appelé donc Petit Navire, qui est un paradoxe parce qu'en fait c'est un très grand bâtiment, il fait près de 200 mètres de long, mais c'était pour relativiser un petit peu les choses face à cette échelle. Et puis voilà, on va déformer le lieu, déformer la silhouette de ce lieu. Et puis quelqu'un ici dans la salle m'a offert une fois cette petite phrase qui est peut-être, si on pouvait faire ça, ce serait bien dans plusieurs projets d'ailleurs. Donc c'est Aldo Rossi. Et j'ai terminé. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Vous aviez des questions? Oui, il faut. C'est quoi? On verra ce que je peux faire avec. J'apprécie beaucoup en tout cas la présentation ce soir. Et simplement, j'aimerais poser une question par rapport au langage dans le dessin. J'ai vu aucun poteau dans le plan. C'est presque, j'ai vu de tous les murs et des surfaces. Et tu parles d'un projet en particulier ou en général? En général, je vois rarement des poteaux. Et c'est assez, peut-être de conscience ou bien pour créer les espaces. Probablement, vous préférez de mettre des murs, des surfaces. Oui. Et puis pour avoir le rapport aussi autrement avec la nature de l'extérieur. Et j'aimerais un peu entrer plus pourquoi vous utilisez plutôt les murs, pas poteaux. Bon, c'est vrai qu'on fait peut-être déjà à la base une architecture plutôt minérale, donc une architecture qui parle avec les murs. Donc c'est peut-être déjà là que la chose se joue. Et puis c'est vrai que bon, des poteaux il y en a, mais il y en a pas beaucoup. Et aussi ces murs, ils nous aident dans certains projets à passer des acrobaties statiques. C'est que le mur nous intéresse pour faire des porte-à-faux ou arriver à décaler certaines structures. Donc effectivement, la partition, elle est jouée probablement déjà avec la statique dans ces grandes lignes. Autant en façade, je dirais qu'à l'intérieur du plan. Cela dit, il y a parfois où les poteaux nous sont bien utiles, comme pour le préau couvert de l'école, où là, il y a tellement peu de superposition entre le monde des classes et puis cette école qui se soulève, qu'effectivement, le poteau, il vient effectivement comme figure d'exception, peut-être. Donc j'aurais tendance à confirmer ce que tu dis, mais il faudra que je regarde ça peut-être avec un peu plus de recul. D'autres questions? Bruno. Oui. 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 Bon, le danger, c'est que tout est dans tout, mais peut-être il y a une chose qui se passe aussi, c'est que on va vers un territoire qui se densifie, où le sol se compartimente. Donc peut-être la notion d'intérieur, elle va être de plus en plus là. C'est que plus on va densifier, plus peut-être les questions d'intérieur vont se poser. C'est que le paysage comme vaste étendue, peut-être est un petit peu une voie, pas de disparition, mais en tout cas une rareté. Et
le fait de tout à coup dire ce qui m'intéresse, c'est comment le paysage il vient dedans, ou comment depuis dedans je me projette vers ce paysage, du moins ce qu'il en reste. Donc on voit que même à une grande échelle, Genève est contenue, en fait, dans ces monuments paysagers. On est dans une grande pièce aussi. Donc on peut, par ce biais-là, prendre conscience qu'on est souvent en appui sur les choses. L'horizon et l'étendue, elle est plutôt rare, en fait. Donc ce qui m'intéressait, c'est de faire cette torsion complète en parlant du paysage qui fait face à quelque chose d'immense, a priori, et puis l'intérieur où c'est fait que du quotidien, que des gestes, que de la mesure humaine. Donc en fait, de se balader entre les deux, c'est le sens de plutôt de notre recherche. Mhm, mhm, mhm. Oui, oui, oui. Oui, en fait, ce qu'on a vu, mais c'est pas l'exemple que j'ai montré, mais dans cette résidence à Passio de la Alzheimer, en fait, c'était un monde complètement introverti qu'il s'agissait de produire, mais on a vu, in fine, que on est dans un intérieur contenu, mais on a l'impression d'être à l'extérieur. Donc cette introversion, en fait, a pu, suivant comment le projet se découpe, créer une relation à l'extérieur très riche, mais par moments très, très cadrée aussi. Donc en fait, on a pris un peu confiance dans l'idée qu'on peut faire un intérieur ouvert. Donc ce sentiment de se creuser, de se mettre dans une idée d'habitat, on a aussi besoin des murs, hein, c'est vrai, pour habiter. Donc voilà, c'est des paradoxes, je dirais, plutôt. Mhm. C'est l'idée de la silhouette du bâtiment Mhm. qui crée une Mhm. sorte de topographie qui est artificielle mais qui devient peut-être naturelle Mhm. par le Mhm. fait que justement que l'intérieur et l'extérieur se confondent. Ouais. Ça, je Quoi, trouve on espère on espère, un petit peu de faire ça. Tout à fait. Bon, Parfait. merci. Plus de questions. Bon. Merci Pierre Merci. Bonnet. Merci. Merci d'être venu. Et je vous propose de clore cette conférence. Merci. Merci.